Merci d'être présent là en ce jour de congé pour de nombreux établissements. Alors, merci encore à Mickaël Bertrand, notre expert et invité ce soir, hein, qui est enseignant, formateur et auteur, hein, notamment d'un livre que je vous recommande, qui s'appelle Enseigner avec l'IA. On en reparlera peut-être d'ailleurs dans l'entretien à la fin. Je vais laisser très très vite la main à Mickaël, qui va vous proposer une activité un peu pour voir vos besoins, vos questions et prendre un peu la température, si je puis dire, avant d'expliquer sa démarche. Alors, je vais juste resituer cette intervention de ce soir. Elle porte plus particulièrement sur un enjeu énorme pour nos établissements et toute pédagogie à l'ère de l'IA, c'est la question de l'évaluation. Donc, on a vu beaucoup de pratiques auparavant dans les rencontres précédentes par rapport à la préparation des cours, l'élaboration des cours, la considération de l'IA dans la vie des élèves et dans la pratique d'écriture des élèves. Mais je pense qu'un des premiers fronts qui est concerné par l'IA et qui va en être bouleversé, ce sera celui de l'évaluation puisqu'il va impliquer peut-être plus, on verra ça avec Mickaël, d'empathie, de feedback, de retour direct avec l'élève. On ne pourra plus évaluer de la même manière à la maison, par exemple. Qu'est-ce que signifie une évaluation formative ou sommative à l'ère de l'IA? Donc, toutes ces questions, je les soumets à l'expertise de Mickaël, à qui je vais laisser maintenant la parole. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis ravi d'être avec vous et ravi de retrouver, comme d'habitude, pardon, les collègues de la MLF. D'ailleurs, il y en a peut-être certains avec lesquels je travaille cette année dans le cadre d'une classe culturelle numérique où on travaille avec des collègues sur la création à l'aide de l'intelligence artificielle, création de textes, d'images, de sons et de vidéos. Mais donc, effectivement, aujourd'hui, à l'invitation de Nicolas, de Véronique, je me suis penché plus particulièrement sur la question de l'évaluation à l'ère des IA génératives. Et donc, avant de commencer à vous dérouler un propos pour essayer de recueillir vos questions et susciter vos réactions, quelques précisions sur les modalités techniques. Je vous précise dès à présent que vous pourrez évidemment sans problème avoir accès au support que je vais utiliser pendant cette présentation. L'idée étant de vous décharger un petit peu de la prise de notes et de voilà de pas hésiter à vous concentrer, à manipuler aussi. Je vais vous donner en live des prompts, des techniques, etc. Donc, si vous pouvez avoir accès à une IA générative de votre choix en temps réel pour pouvoir faire des tests, n'hésitez surtout pas à le faire. Et donc, je vous propose ensuite également de commencer par une petite activité brise-glace. Et pour ça, je vais utiliser un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle WooClap. Donc, sur votre écran doit apparaître un QR code, mais également un code. Ce sont les moyens de se connecter. Donc, vous avez la possibilité, selon votre choix de préférence, de vous saisir d'un téléphone ou d'une tablette à proximité et de scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Ou alors, vous pouvez aller sur wooclap.com et taper le code BNMRSJ. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous copie-colle également le lien d'accès qui va vous permettre d'ouvrir un nouvel onglet. Et donc, normalement, ça doit vous afficher à l'écran que pour le moment, il n'y a rien. Relevez la tête, un peu de patience, un petit message comme ça. Alors, vous êtes déjà 9 inscrits sur le WooClap. Je laisse encore quelques secondes et je précise du coup ma demande en même temps à l'oral. Donc merci pour vos niveaux d'enseignement, vos disciplines. Est-ce que vous pourriez me donner un chapitre, un sujet également? Ce sera des éléments que je vais réutiliser ensuite au moment des premiers tests que l'on va faire ensemble. Alors, vous êtes 14. Je vais lancer le WooClap. C'est parti. La première chose, je voudrais que vous vous localisiez, s'il vous plaît. C'est tout l'intérêt de la MLF de savoir où vous êtes. Alors, si vous êtes sur téléphone, je suis désolé,
Ça doit vous apparaître très petit à l'écran, donc c'est pas grave, ce sera au moins une région. Mais l'intérêt est de savoir où vous êtes en ce moment, dans quels établissements vous enseignez, quels sont les principaux continents représentés ce soir. Ok, merci. Donc on a l'Espagne, le Maroc, on a plusieurs collègues aux États-Unis. Bienvenue. On a quelques collègues sur le continent européen. Si la localisation fonctionne bien, je me dis qu'on a quelqu'un en Grèce. On a le Liban. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Deuxième question maintenant. Où en êtes-vous dans votre relation avec ChatGPT? Alors ici, je signale qu'en fait, ce que j'entends par ChatGPT, en fait, c'est les IA génératives de manière générale. Célibataire, on se croise du regard, mais on n'a jamais discuté. En relation libre, on a testé pour s'amuser, mais on n'est pas allé plus loin pour le moment. En partenariat civil, on commence à avoir des projets professionnels ensemble. Marié, on envisage même d'impliquer les élèves à la rentrée ou autre. Et auquel cas, vous pouvez me préciser le autre dans le chat. L'idée étant, alors vous avez vu, j'ai repris ici les codes des statuts sur certains réseaux sociaux, mais d'essayer de voir où vous en êtes dans votre niveau de découverte des IA génératives, ce qui me permet un petit peu d'orienter le propos et d'insister sur certains aspects plutôt que d'autres en fonction de votre niveau d'avancement. Il vous reste quelques secondes, hop, ok. Impeccable, merci. Alors, on voit que la majorité d'entre vous, 46%, se déclarent en relation libre. On a testé pour s'amuser, mais on n'est pas allé plus loin. Quelques-uns commencent à avoir des projets professionnels ensemble. Et j'ai envie de dire, mais en fait, cet atelier, et je ne doute pas que c'est le cas de l'ensemble du fil rouge qui vous a été proposé par la MLF cette année, ben, c'est justement de passer le cap, de passer du niveau 2 au niveau 3, voire au niveau 4. C'est-à-dire que ChatGPT est arrivé en ligne en novembre 2022. Comme tout le monde, on a fait des tests, on a regardé, on a vu que c'était drôle, ça nous a agacé, ça nous a peut-être inquiété. Mais en fait, peut-être que désormais, il est temps de se poser des questions professionnelles pour savoir ce qu'on en fait, nous déjà, en tant qu'enseignants, personnels du domaine de l'éducation, pour savoir si ça peut nous aider à faire notre métier, à faire mieux notre métier, à faire plus vite notre métier. Et c'est à interroger d'ailleurs pour savoir s'il faut qu'on aille vers du mieux ou du plus vite. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait avec les élèves? Est-ce qu'on doit l'utiliser avec les élèves? Est-ce qu'au contraire, on doit essayer de laisser ces objets et de laisser ces outils en dehors de la salle de classe? Mais en tout cas, il faut qu'on se pose la question. Très bien, merci beaucoup. Troisième et dernière question. J'aimerais savoir quelles sont vos attentes pour cet atelier. Alors évidemment, il y a eu un descriptif qui vous a été proposé, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui en tant qu'enseignant quand on dit IA et évaluation. Parce que vous allez voir que, il y a plusieurs thématiques à ouvrir, il y a plusieurs dossiers à ouvrir quand on parle d'IA et d'évaluation. Moi, je vais en ouvrir quelques-uns ce soir, mais on va évidemment pas pouvoir les ouvrir tous. J'aimerais savoir quels sont ceux que vous souhaiteriez ouvrir. C'est ça qui est finalement le plus important. Bonjour. Alors, on peut le prendre au pied de la lettre en se disant que vos attentes soient déjà qu'on soit sur un bonjour. Ensuite, comment passer d'un mode d'évaluation IA résistant à IA assisté? Ok, très intéressant. Donc là, on est déjà sur un usage particulièrement développé. Ok, un peu plus de dynamisme dans le cours. Ok, on va voir ça. Comment évaluer l'utilisation de l'IA guidée ou non par les élèves? Ok, donc voilà, vous voyez que là, on est sur une porte très particulière, hein.
évaluer l'utilisation ou pas de l'IA par les élèves. Est-ce possible? Va falloir peut-être qu'on en discute ensemble. Comment et avec quelle IA gagner du temps à corriger des copies de production écrites en anglais? Alors ça, ce sera le point numéro 3 de la présentation. Former les enseignants, éduquer les élèves, être proactif sur les dérives possibles. Ok, je pense qu'on aurait besoin d'au moins 3 jours pour répondre à ces 3 propositions. Comment permettre aux élèves de rester créatifs et intellectuellement autonomes? Alors, mais c'est ce que je vous expliquais, on en discute avec certains collègues dans le cadre d'une classe culturelle cette année et c'est absolument passionnant. Ok. Savoir comment utiliser l'IA pour aider les élèves à progresser dans leurs analyses littéraires. Ok, en littérature. En quoi l'IA est bien? Différenciation des évaluations, assister nos évaluations. Utilisation optimale, en correction. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup pour ces éléments. Donc, je vous propose, si vous en avez la possibilité, de laisser cette page ouverte. Moi, je vais repasser sur le support de présentation, mais on réutilisera WooClap, si vous voulez bien, à la fin pour recueillir vos questions à la fin de la présentation, s'il y en a. Et donc, je vous propose de commencer dès à présent, maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, avec une accroche toute simple autour de 2 documents. Premier document ici, qui date de juillet 2023. Il s'agit d'un article de presse. ChatGPT des lycéens racontent comment ils l'ont utilisé. Quand on a accès à la facilité, il est difficile de résister. Alors en fait, ces articles, ils ont été réalisés au moment des résultats au bac 2023 et c'était important parce que au moment des résultats bac 2023, c'était la première année où les élèves avaient accès à ChatGPT pour passer leur bac. Et certains l'ont utilisé et les journalistes ont notamment posé des questions sur le grand oral. Et certains élèves ont clairement dit à des journalistes, bah, oui, oui, bien sûr, on l'a utilisé. On a demandé à l'intelligence artificielle de nous préparer notre oral pour le grand oral, en tout cas la partie où nous, on doit présenter. Et on a obtenu des choses assez rapidement et assez convaincantes. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a appris par cœur et c'est ça qu'on a récité. Et ils avaient leur relevé de notes dans les mains et ils ont montré que, bah, a priori, ça s'était plutôt bien passé. Face à cette information, les journalistes se sont tournés vers des enseignants en leur disant, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et là, c'était très intéressant de voir la réaction magistralement opposée des enseignants. Certains ont commencé à dire, bah, c'est de la triche, c'est inadmissible, c'est une forme de plagiat, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut absolument qu'on trouve un moyen de l'interdire. Et ensuite, vous avez des enseignants, dont je fais partie, qui ont répondu, bah, écoutez, en fait, s'il est possible pour un élève en terminale, âgé d'environ 18 ans, d'avoir une très bonne note à une épreuve de bac avec un très gros coef, simplement en récitant un texte qui a été écrit par une intelligence artificielle, peut-être que le problème, ce n'est pas l'élève, peut-être que le problème, c'est l'épreuve. La façon dont l'épreuve est conçue, la façon dont l'épreuve est évaluée. Et donc, peut-être qu'il faut que nous, on se pose des questions avant d'accuser les élèves. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les choses ont évolué très très rapidement en seulement quelques mois, puisque en 2024, vous pouviez trouver ceci sur des sites académiques, là en l'occurrence l'Académie de Toulouse en SES, où on fait un article pour dire aux élèves comment est-ce ils peuvent préparer leur grand oral avec ChatGPT. Et donc là, on voit qu'en seulement quelques mois, on est passé de «Oh mon Dieu, c'est horrible, comment on va faire? On va plus pouvoir enseigner, il faut trouver des brouilleurs, des anti-plagiats» à «Bah, tiens, comment est-ce que vous pourriez utiliser cet outil pour vous préparer au grand oral?» Donc il y a eu une évolution très très rapide. Et donc, ces éléments, on les retrouve aujourd'hui dans plusieurs études qui sont faites en France, aux États-Unis. Là, je vous ai mis des chiffres que j'ai réalisés moi auprès de mes collègues enseignants, mais également auprès des parents d'élèves, auprès des élèves. Là, vous avez les réponses des collègues. Le développement des IA génératives depuis quelques mois vous rend indifférent, anxieux, enthousiaste. On était en octobre 2023, ça me semble important de le préciser. Et vous voyez que la majorité me disent écoute, on s'en fout de ton truc. On se sent pas du tout concerné. Ça ne nous regarde pas. On veut absolument laisser tout ça en dehors. Mais on en avait aussi quasiment la moitié qui sont anxieux, à qui ça faisait peur.
Et moi, j'ai mis ça en relation en leur posant exactement la question que je vous ai posée au début, c'est-à-dire où en êtes-vous dans votre relation avec les IA génératives? Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, en octobre 2023, mes collègues me disent, mais j'ai même pas ouvert un compte, je sais pas exactement de quoi c'est fait, ce que c'est exactement, mais par contre, ils me disent qu'ils sont anxieux par rapport à tout ça. Donc là, moi, je me dis qu'il y a quand même un défi en termes de formateurs et qu'en plus, on retrouve et on peut croiser ce défi quand on demande aux élèves ce qu'ils en pensent. Et là, vous avez ici des réponses ouvertes de certains élèves qui disent est-ce qu'à cause des IA, on ne pourrait pas croire qu'on a triché parce que nous avons eu une marge importante de progression alors qu'en réalité, on ne s'en est jamais servi? Ou alors, comment est-ce que cela peut nous aider dans nos devoirs sans que cela soit considéré comme de la triche? Et donc là, vous voyez, moi, ces réponses, elles m'intéressent parce que je me rends compte que, on a de la dissension, on a du doute, on a aujourd'hui des enseignants qui ne peuvent pas se départir d'une espèce de suspicion de fraude sur toutes les évaluations et sur toutes les activités qu'ils proposent aux élèves. Et d'un autre côté, on a des élèves qui sont terrorisés parce qu'ils ont peur qu'on les accuse de tricher, alors que ils ont utilisé l'IA parfois pour être soutenus ou pas utilisé l'IA, mais comme il y a cette suspicion de fraude, ils ont peur d'être accusés de cette suspicion de fraude. La conséquence, c'est qu'on est en train de brouiller la confiance pédagogique entre l'élève et l'enseignant, et on sait que ça se fait toujours au détriment de l'enseignement et des apprentissages. Donc, à mon sens, il faut qu'on pose cette question sur la table, qu'on en discute sérieusement pour lever toute ambiguïté et s'assurer de pouvoir continuer à progresser tous ensemble. Alors, du coup, pour pouvoir progresser ensemble, moi, je vous propose une réflexion en trois parties. Première partie, on va voir comment est-ce qu'on peut créer, renouveler nos évaluations de connaissances selon la taxonomie de Bloom. Puis ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut, en tant qu'enseignant, utiliser les grilles critériées de réussite pour évaluer nos élèves en ayant des documents créés avec des IA. Et ensuite, on va se demander si l'IA peut être éventuellement utilisée pour corriger des copies. Et c'était une de vos interrogations dans le petit sondage que l'on a fait au début. Alors, je vous propose de commencer dès à présent avec la première proposition, des évaluations renouvelées selon la taxonomie de Bloom. Pourquoi en arriver là? Pourquoi se poser cette question? Ben, parce qu'il est acquis désormais qu'un outil, une IA générative, peut remplir en seulement quelques secondes des missions qui pouvaient demander à un élève plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et donc, ça veut dire qu'il faut peut-être que l'on renouvelle la nature des exercices qu'on leur propose et qu'on évalue. Alors, on pourrait considérer qu'on va vers ça parce qu'on y est obligé, parce qu'on n'a plus le choix. En fait, d'autres personnes ont pensé à ça bien avant l'arrivée des IA génératives, et c'est le célèbre pédagogue et psychologue Benjamin Bloom qui a proposé sa taxonomie de Bloom en 1956. Quel est le principe de cette taxonomie de Bloom? C'est de se dire qu'il finalement, il y a différents niveaux d'acquisition d'une connaissance. Soit on connaît quelque chose, alors dans ma discipline, en histoire-géographie, par exemple, on peut demander à un élève s'il connaît une liste de définitions, s'il connaît une liste de dates, et ça, les élèves, ils aiment bien, hein. Ça, généralement, beaucoup savent très très bien faire. Mais ensuite, on peut commencer à aller vers des questions un petit peu plus ambitieuses pour essayer de tester leur compréhension de la connaissance. Pas seulement leur mémorisation, mais la compréhension de la chronologie, puis la mise en application de ces connaissances dans une tâche complexe, voire l'analyse de ces connaissances pour les mettre à distance critique, voire créer une synthèse ou évaluer. Alors depuis, par l'apparition d'Internet, puis par l'apparition des IA génératives, on a petit à petit renouvelé cette taxonomie de Bloom. Vous en avez une première révision qui en a été proposée en 2001. Et puis, vous en avez une deuxième réactualisation qui est proposée aujourd'hui et qui a été réactualisée à l'ère des intelligences artificielles. Alors, encore une fois, vous aurez accès à ce document à la fin de la présentation. Il mérite vraiment qu'on s'y attarde et de lire chacune des catégories. L'enseignement principal de ce document, c'est que finalement, quand on est au plus bas de la taxonomie de Bloom, bah, effectivement, les IA génératives sont capables de remplacer l'élève. Plus on monte dans la taxonomie de Bloom, plus l'intelligence humaine est nécessaire et plus les IA génératives, enfin moins les intelligences génératives sont nécessaires. Et donc, ça, moi, ça m'invite quand même à réfléchir, à me dire que finalement, on doit peut-être renouveler
nos évaluations au regard de cette taxonomie de Bloom, au regard de ce nouveau contexte technologique et ce nouveau contexte culturel qui est le nôtre, qui est celui dans lequel les élèves sont en train de grandir et de se construire et d'apprendre. Et en fait, cela nous invite à trouver un nouvel équilibre entre connaissances et compétences. Finalement, ce qui est moins important aujourd'hui, c'est d'être capable de mémoriser et de réciter des connaissances, mais c'est de savoir ce qu'on va en faire. Et donc, ça nous invite à développer davantage de compétences, développer davantage les tâches complexes. Et ça, eh ben, ça peut prendre la forme d'une évaluation sous l'organisation de la taxonomie de Bloom. Donc, vous en avez un exemple ici qui apparaît à l'écran. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que j'évalue mes élèves. En tout cas, pour les évaluations de connaissances. C'est-à-dire que je leur propose des évaluations selon la taxonomie de Bloom. Et vous voyez, la question 1, c'est se rappeler. La question 2, comprendre. Puis 3, appliquer. Puis 4, analyser. Puis 5, évaluer. Puis 6, créer. Avec bon, le temps, le nombre de points, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, bah, c'est que aujourd'hui, une IA générative est capable de vous aider à faire ces évaluations selon la taxonomie de Bloom. Donc, c'est la petite démonstration que je voudrais vous faire. Vous avez le petit QR code que vous pouvez scanner si jamais vous voulez télécharger tout de suite le prompt, mais sinon, vous y aurez accès après quand vous aurez le support. Moi, je vais ouvrir une IA générative et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, en même temps, je vais vous le lire, ça va vous permettre de voir un petit peu les choix pédagogiques qui sont les miens. Je souhaite que tu joues le rôle d'un professeur de. Alors, là, j'ai repris, du coup, c'est Guillaume qui m'a donné l'essentiel, prof d'AGGSP. En utilisant les principes de la taxonomie de Bloom révisés par Anderson et Krathwohl en 2001, créer une évaluation portant sur. Et donc, hop, là, je vais lui donner le thème. Alors, je pourrais lui donner une pièce jointe, mais là, je l'ai pas. Donc, je vais lui donner le thème du programme. L'évaluation doit être structurée en 6 niveaux de compétences cognitives comme suit. Et donc, je lui ai rappelé les 6 niveaux de compétences dans la taxonomie de Bloom. L'évaluation doit être adaptée à des élèves de hop, terminale, âgés d'environ 17 ans. Et être réalisable en. Donc là, on va faire une évaluation en 50 minutes. Assure-toi que chaque niveau de compétence cognitive est représenté par au moins 3 questions parmi lesquelles on pourrait choisir. Pour chaque question, je précise le niveau de connaissance et inclus une courte explication sur son objectif pédagogique. Alors, quelle est l'usine derrière ce prompt? Déjà, professeur d'AGGSP, en fait, l'idée, c'est de le mettre dans un rôle. Quand on fait un prompt, on doit lui donner un rôle. Ensuite, je lui précise taxonomie de Bloom et révisé en 2001, puis je lui redis ce que c'est. Pourquoi? N'oubliez pas qu'une IA générative, c'est de la statistique. Et en fait, dans les premiers temps, quand j'ai fait ce prompt, je lui ai juste dit selon la taxonomie de Bloom révisée en 2001, et en fait, parfois, il revenait à la taxonomie originelle. Donc, pour m'assurer de ne pas lui laisser d'ambiguïté, de ne pas lui laisser de biais possible, je lui rappelle ce que c'est que la taxonomie de Bloom révisée, je lui donne tous les éléments, et là, il va respecter ces éléments. Puis ensuite, je lui demande de me créer au minimum 3 questions. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, au départ, quand je lui demandais de créer une question, deux fois, je me disais, ouais, bof, pas totalement convaincu, ou alors c'est pas totalement adapté au cours que moi j'ai fait. Donc là, quand je lui en demande 3, je sais que moi, à la fin, je vais en prendre qu'une, mais au moins, je sais que j'ai un choix, et ça m'évite de le relancer à chaque fois. Donc voilà, pour les petites stratégies. Je le lance, et maintenant, on peut le regarder travailler. Alors évidemment, c'est le moment où il a décidé d'être un peu feignant. Hop, il se met en route, donc il vous dit qu'il a bien compris, guerre et paix, AGGSP, taxonomie de Bloom, version 2001. Et donc là, c'est parti. 3 questions dans le domaine se souvenir. Quelles sont les caractéristiques principales de la guerre clausewitzienne? Bon, bah là, vous voyez, c'est clairement un des aspects du programme. Donc, je lui ai même pas dit d'aller chercher dans le programme, il y va lui-même.
Citer trois conflits du XXIe siècle illustrant des formes de guerre asymétriques. Pareil, hein, on est sur des notions incontournables quand on fait ce chapitre. Quels sont les objectifs de l'ONU en matière de maintien de la paix? Voilà, se souvenir, puis ensuite comprendre, vérifier la compréhension du concept de guerre totale, donc expliquer en quoi la guerre de 14-18 peut être qualifiée de guerre totale. Appliquer, on a, à partir d'un conflit de votre choix, montrer en quoi la typologie clausewitzienne permet ou non d'en rendre compte. Analyser, décomposer une situation, identifier les causes, les effets et relations entre éléments. Et donc là, on vous dit analyser les causes multiples du conflit israélo-palestinien. Donc voilà, vous avez des propositions dans lesquelles vous pouvez piocher et vous êtes en train d'avancer dans cette fameuse taxonomie de Bloom. Alors ensuite, comment on fait pour utiliser tout ceci? Moi, j'ai deux conseils. Le premier, c'est déjà, ça veut dire que si on fait ce genre d'évaluation, il ne faut pas y aller brutalement. Il faut préparer les élèves et donc il faut faire évoluer nos pratiques pour s'assurer qu'on pose ce type de questions, qu'on apprend à nos élèves à répondre à ce type de questions en classe pour ensuite les évaluer autour de ces questions. C'est le fameux principe de l'alignement pédagogique. Deuxième élément qui, moi, me semble intéressant quand on utilise cette stratégie, c'est que là, je vous ai donné des évaluations où on vous donne tout de suite les six niveaux de la taxonomie de Bloom, mais vous n'en êtes absolument pas obligé. Vous pouvez tout à fait, en classe de seconde, par exemple, vous dire, OK, je vais vous poser des questions sur les trois premiers niveaux de la taxonomie de Bloom, et je vais vous mettre une question bonus sur le quatrième niveau de la taxonomie de Bloom. Donc, on peut faire de la différenciation pédagogique à moindre coût, à moindre effort, et de la différenciation à l'intérieur de ces évaluations pensées selon la taxonomie de Bloom. Donc voilà la première chose. Et vous voyez qu'on est vraiment là dans deux aspects. C'est-à-dire d'un côté, je vous dis que pour moi, il faut qu'on fasse évaluer la nature de nos évaluations au regard de l'ère des intelligences artificielles. Et d'un autre côté, les intelligences artificielles peuvent être utiles pour nous aider à créer des évaluations. Mais alors attention, évidemment, loin de moi l'idée de vous dire qu'il ne faut faire que cela. On est ici dans un renouvellement des évaluations de connaissances. Et je vous ai dit au départ que l'un de nos objectifs va être de rééquilibrer le rapport entre connaissances et compétences. Donc ça veut dire que par ailleurs, on va travailler des compétences et par ailleurs, on doit évaluer des compétences. Or, ce que je viens de vous montrer ne permet pas d'évaluer vraiment des compétences, alors quoique l'esprit critique, des choses comme ça. Mais on va devoir aller encore un petit peu plus loin pour évaluer de l'argumentation, pour évaluer de l'analyse critique de documents, la restitution organisée en SVT, le projet personnel en technologie, l'analyse de texte en littérature, pour reprendre des exemples du coup que j'ai pu glaner là quand vous vous êtes présenté avec vos disciplines respectives. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose ce deuxième outil, cette deuxième stratégie, créer des grilles critériées de réussite. Alors, d'où ça vient cette idée? Ça vient de ce document, la conférence de consensus du CNESCO. Le CNESCO est une institution qui organise tous les ans une conférence de consensus sur un des grands sujets du moment. Donc, ça peut être la différenciation, Alors, ça peut être Mickaël, l'évaluation. ton écran n'est Cette plus, année, ils ont ton écran n'est plus en partage. travaillé. Ça pour toi, pour le confort, tu n'es plus en partage au niveau de l'écran. Ah, Il pardon. n'y a pas de souci. Parce que j'ai vu qu'il y avait une transition, ça s'est arrêté au moment du transition. Excuse-moi de te couper, hein. C'était juste pour Hop. toi. Non, Super. non, bah, non, non, au contraire, merci beaucoup. Hop, je repartage. Voilà, c'est C'est tout bon. bon pour Merci. vous? Ok. Donc, le deuxième document, conférence de consensus. Donc je vous disais, voilà, ils organisent des conférences régulièrement et à chaque fois ils mettent à disposition les conférences en ligne, ils font un rapport de synthèse, etc. Et donc à l'intérieur de cette conférence de consensus, là, ils ont beaucoup insisté sur les grilles critériées de réussite, en disant que finalement, quand on crée une évaluation, on devrait, nous, enseignants, toujours se poser dès la conception d'une séquence les compétences visées. Alors moi, c'est en tout cas ce qu'on m'a appris dès l'INSPE, hein. C'est-à-dire qu'on m'a dit finalement, un cours, ça commence par créer l'évaluation. Et ensuite, on crée le cours de façon à pouvoir donner toutes les étapes, toutes les encres respectives qui vont permettre d'amener vers cette évaluation finale, cette évaluation sommative. Mais faire cet exercice aussi, c'est s'assurer qu'on a explicité les critères de réussite d'un exercice de manière compréhensible à tous les élèves. Ce qui n'est pas toujours évident, hein. Moi, je vous assure que j'ai parfois des discussions avec des élèves qui me disent, ben,
J'ai eu 14 sur une dissertation d'histoire, j'ai eu 12 sur une dissertation de philosophie. J'ai deux, trois trucs dans la marge, mais concrètement, qu'est-ce que je fais la fois d'après pour avoir plus? C'est pas toujours évident. Alors, moi, je jette pas la pierre aux collègues, mais on n'a pas toujours le temps, pas toujours la place, pas toujours la stratégie. Finalement, faire des grilles critériées de réussite, c'est dire aux élèves, voilà quels sont les différents niveaux de maîtrise d'une compétence que je vais évaluer. Et donc, ça va nous permettre ensuite de mieux cibler nos feedbacks et de mieux évaluer au quotidien. Alors, rien de mieux en fait qu'un exemple ici. Pour vous montrer qu'il n'y a rien d'extraordinaire hein, dans ces grilles critériées de réussite. Vous en avez ici un exemple pour compléter un plan détaillé de dissertation avec des arguments et des exemples précis. Là, moi, je prends trois critères d'évaluation, connaissance, argument, exemple. Et je définis trois niveaux d'acquisition. Non acquis, donc pour les connaissances, le sujet n'est pas compris ou les concepts et connaissances mobilisés sont incorrects et insuffisants. En cours d'acquisition, le sujet est partiellement compris, les concepts et connaissances sont corrects mais incomplets. Et puis ensuite acquis, sujet compris, concepts et connaissances sont corrects et complets. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible quand je vais corriger les copies de mes élèves, je vais les situer dans ces trois critères. Et ensuite, mes feedbacks vont découler de ça et ma notation va découler de ça. Ce qui est intéressant, c'est que justement, là, vous gagnez énormément de temps sur le feedback. C'est-à-dire que quand je mets un élève dans un niveau 2, j'ai pas besoin de lui mettre dans la marge, voilà ce que tu aurais dû faire, voilà ce que tu pourrais améliorer. En fait, concrètement, dans cette grille critériée, il a en face le niveau acquis, qu'il n'a pas atteint pour le moment, mais il a du coup déjà l'identification qui lui permet de se dire ce qu'il doit améliorer, ce qu'il doit faire progresser pour aller plus loin. Et donc, vous voyez, là, on est encore en train de parler de pédagogie, mais mon objectif derrière, c'est de vous montrer comment l'IA peut vous aider à créer ce genre de document. Parce que créer ce genre de document demande beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Eh bien, vous pouvez utiliser ce prompt qui va vous permettre de faire des grilles critériées de réussite. Donc là, le prompt, vous avez juste à compléter, comme je l'ai fait tout à l'heure, votre discipline, votre niveau d'enseignement, le nom de l'exercice que vous êtes en train de faire, les différents critères que vous voulez évaluer, puis ensuite vous lui dites, bah, fais-moi trois niveaux d'analyse. Alors je précise ici que ce prompt, moi, mon objectif, justement, est de vous donner quelque chose d'un peu clé en main, mais quelque chose qui a été réfléchi. Euh, et là, moi, j'insiste pour vous dire que vous devez garder la main sur les critères. Ce n'est pas à l'intelligence artificielle de choisir quels sont les critères qu'on va évaluer. Donc, il est hors de question de lui dire, fais-moi une grille critériée de réussite pour corriger une dissertation. Parce que c'est vous qui savez où vous en êtes sur votre niveau d'avancement méthodologique. Donc, vous gardez le contrôle pédagogique, vous gardez votre expertise pédagogique, mais vous utilisez un outil pour vous faire une première trame de grille critériée de réussite sur laquelle vous allez exercer votre expertise professionnelle, vous allez affiner tout ceci, vous allez corriger tout ceci à partir de vos pratiques personnelles. Alors, comme tout à l'heure, deux petits conseils quand vous décidez de vous saisir de ces outils. Le premier conseil, bah, ne partez pas de zéro. C'est-à-dire fournissez. Alors, il existe parfois des grilles critériées, notamment sur les niveaux d'examen qui existent sur les sites académiques. Donc, vous pouvez prendre ces outils et puis ensuite les redécouper et les dispatcher pour les donner à vos élèves en cours de formation. Et puis ensuite, comme je vous le disais, moi, ce que je trouve intéressant au quotidien, c'est que je me suis aperçu que ça m'avait fait gagner beaucoup, beaucoup de temps sur mes corrections. Parce que bah, cette grille, elle est explicite toute seule et elle se suffit à elle-même déjà pour pas mal de commentaires. Mais enfin, on pourrait se dire qu'on peut aller un petit peu plus loin en se disant qu'il y aurait un Graal pédagogique et que bah, les IA pourraient carrément corriger nos copies. Je vous montrerai tout à l'heure une coupure de presse qui vous montre que bah, c'est clairement la chose qui a explosé là depuis le début de l'année 2025. On a un nombre de startups qui s'est créé sur la correction de copies qui est assez hallucinant. Donc on pourrait se dire, bah voilà, il y a une envie, il y a une demande, il y a des outils qui sont en train d'apparaître et des outils spécialisés sur la correction de copies dans un domaine scolaire. Bah moi, en fait, concrètement, j'en suis pas certain. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée.
Et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Euh, je crois que, en fait, comme beaucoup de profs, la correction de copie, c'est un des pires moments dans mon travail. Je considère que c'est long, c'est fastidieux, c'est agaçant parce que c'est aussi le moment où les élèves nous renvoient des choses et qui sont pas toujours agréables, hein, quand un devoir est raté. Alors eux, parfois, ils ont l'impression qu'on a un petit sourire machiavélique. En se disant, tiens, on a réussi à le bâcher, alors que bah, la plupart du temps, on se dit que bah, mince, c'est encore raté, et peut-être que nous, on a mal fait quelque chose, et c'est la raison pour laquelle c'est raté. Mais malgré tout, bah, je considère que c'est un moment indispensable. Donc laborieux, comme je vous le disais, désagréable, mais pourtant indispensable, parce que c'est le moment où j'apprends à connaître mes élèves. Même s'ils ne me racontent pas leur vie, mais c'est un moment où je vois quelles sont les forces et les faiblesses de chacun. La façon dont ils écrivent les choses disent aussi beaucoup de leur niveau d'avancement intellectuel par rapport au sujet qu'on est en train de traiter. Et puis, moi, je trouve qu'il y a quand même voilà, ils font des devoirs aussi pour nous. Et c'est un moment où on a un échange entre un enseignant et un élève. Donc moi, j'ai pas envie de laisser ça à une machine, j'ai pas envie de laisser ça à un algorithme. Et donc, comme j'hésite, bah, j'ai fait un tableau. Voilà, je suis ce genre de type qui fait des tableaux pour essayer de voir le plus, le moins. Alors, je vous mets ici tous les éléments déjà, tous les atouts qui, moi, m'intéresse. Moi, je me dis que l'IA a un gros avantage par rapport à moi, c'est qu'elle ne connaît pas la fatigue. Et là, là-dessus, je crois qu'il faut être honnête. Les sciences cognitives et la docimologie nous l'ont montré, avec toute la bonne volonté du monde. Quand vous corrigez une copie, que vous avez commencé le tas de copies à 19 heures et que vous leur avez promis de les rendre le lendemain et qu'il est 23h30, je ne suis pas sûr que les trois dernières copies que vous allez corriger, elles soient corrigées avec autant d'attention que les premières. L'IA, elle s'en fiche. Elle corrige de la même façon tout au long du tas de copies. L'IA est, au-delà de la fatigue, plus objectif que vous. Et là aussi, hein, on voudrait bien dire que nous, on est objectif. Non, nous ne le sommes pas. Si on a des biais sur nos élèves, on les connaît. Du coup, on va parfois se dire, bah, lui, de toute façon, il ne peut avoir que raté parce que vu comment il n'a pas écouté dans tel chapitre, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de personnel qui passe dans la correction de copie et qui biaise la notation finale. Une IA générative ne va pas appliquer ce genre de biais, elle est moins biaisée. Alors, ça fait bizarre hein, de le dire, hein, parce qu'on nous parle beaucoup des biais des intelligences artificielles. En fait, pour le coup, là, elle est moins biaisée que nous. Ensuite, l'IA permet de fournir des feedbacks quasiment immédiats à nos élèves. Et ça, c'est hyper important et ça a été mesuré, notamment sur les méta-analyses de John Hattie, qui nous dit que l'un des principaux aspects qui permet aux élèves de progresser, c'est le feedback. Mais il nous dit, en fait, ça doit être un feedback quasiment immédiat. Et même quand vous êtes un super prof et que vous rendez vos copies dès le lendemain, bah, concrètement, vous avez déjà un peu perdu de l'intérêt du feedback. Avec une intelligence artificielle, on pourrait se dire qu'on peut automatiser certaines choses qui permettront d'avoir un feedback quasiment immédiat et donc qui serait beaucoup plus évident pour nos élèves, beaucoup plus utile pour soutenir les apprentissages de nos élèves. Quatrième point, l'utilisation de l'IA permet de multiplier les situations d'évaluation. Ça aussi, on a des études internationales qui nous montrent qu'on a, en France en tout cas, dans le système scolaire français, un peu diminué le nombre d'évaluations ces dernières années pour une raison assez simple, on a trop de boulot. Le nombre d'élèves a augmenté, drastiquement évolué et a augmenté ces dernières années. On a de nouvelles missions, de nouvelles charges qui font que bah, voilà, les statistiques de l'ADEPE nous disent qu'on travaille 42 heures par semaine. Il y a un moment donné, ça craque. Voilà, ça craque, on n'a plus le temps. Et donc, on a rogné sur les évaluations. Or, on sait que les évaluations permettent à nos élèves de progresser. Les évaluations s'inscrivent dans le continuum d'apprentissage. Avec les IA, on pourrait en faire plus des évaluations. Point 5, l'utilisation de l'IA permet de recueillir et d'analyser des données. On fait plus d'évaluations, donc on a plus d'occasions de recueillir des données permettant de savoir où en sont nos élèves. Donc on peut, derrière, être plus performant en classe parce qu'on a plein de données qui nous permettent de revoir tel point, de remédier à telle activité. Alors tout ça nécessite évidemment d'avoir un excellent outil avec un excellent tableau de bord qui nous permet de savoir quelles ont été les performances des élèves sur telle compétence, sur un temps long, etc., etc. Donc c'est pour ça que les startups là sont à fond pour essayer de construire ces outils qui pour le moment n'existent pas vraiment.
En tout cas, pas à ce niveau de développement. Mais en face de ça, il y a quand même des limites, il y a quand même des inconvénients. Alors, comme tout à l'heure, pour gagner un petit peu de temps, hop, je vous les affiche toutes les cinq. Premier, bah, la question des données des élèves, qui est quand même pas négligeable. C'est-à-dire que là, en plus, on parle de quelque chose de sensible, une évaluation d'un élève qu'on pourrait éventuellement lui ressortir dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention à ça. Ensuite, quid de l'originalité et de la créativité? Il nous arrive parfois, dans certaines disciplines en tout cas, de croiser des copies qui sont totalement différentes du corrigé qu'on avait prévu. Et pourtant, en tant que correcteur humain, quand on se pose sur cette copie, on se dit, eh ben en fait, pourquoi pas? En fait, ça marche. Et donc, nous, là, on va la valoriser, cette copie, alors que ce n'était pas prévu au départ. Une IA générative, elle va avoir beaucoup plus de mal, parce que cette IA générative, hein, comme d'habitude, c'est des mathématiques, c'est de la statistique. Elle va corriger à partir d'un exemple, elle va corriger à partir d'ordres qu'on lui a donnés. La créativité, l'originalité, elle aime pas bien. Ensuite, bah, on perd de cette relation humaine dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, moi, j'ai pas envie de perdre la relation humaine. Et puis, je sais que vous en avez parlé depuis le début de l'année sur les précédents épisodes de ce fil rouge. Moi, au contraire, ça me semble évident de remettre en avant la relation humaine dans l'acte pédagogique, justement parce que les IA génératives sont là. Point numéro 4, difficulté avec la reconnaissance optique des caractères. Ce qui est de moins en moins vrai, hein. Concrètement, les IA génératives sont capables de lire des copies que même nous, on n'arrive pas à lire. Mais parfois, il peut y avoir une petite ambiguïté. Numéro 5, un manque de précision et de fiabilité. Alors cela, ça concerne la question de la notation. C'est-à-dire que là, on a des statistiques qui ont été faites, des études qui ont été faites sur des milliers de copies. Bah, en fait, la notation par une IA générative est très mauvaise. Elle a tendance à reproduire la constante macabre, c'est-à-dire à reproduire cette courbe de Gauss qui fait qu'elle donne des notes moyennes, mais elle a du mal à mettre de très mauvaises notes, même quand la copie est très mauvaise, ou à mettre de très bonnes notes, même quand la copie est très élaborée. Alors du coup, à ce stade, il me semble important de faire un petit bilan pour vous dire que bah, il me semble nécessaire de trouver un équilibre dans l'usage de ces IA génératives au service de la correction des copies. Et donc moi, j'en arrive à 3 points, 3 conseils à vous partager. Le premier, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre subtil entre l'expertise irremplaçable de l'être humain. Il y a des choses qu'une IA ne peut pas faire pour le moment à notre place. Et l'assistance de l'IA, parce qu'on va quand même pas nier le fait que ça peut nous faire gagner du temps, ça peut nous aider parfois à faire de meilleurs feedbacks. Deuxième chose, deuxième préconisation, à mon sens, ces outils n'ont pas vocation à être utilisés lors des évaluations sommatives. Mais par contre, on peut envisager de les utiliser en évaluation formative. Alors d'ailleurs, hein, quand je vous dis non pas vocation à être utilisés pour des évaluations sommatives, c'est parce que je vous ai dit pour l'instant, il y a un biais sur la note. Et donc moi, je ne demande jamais à une IA générative de mettre la note à ma place. C'est ça, c'est ma mission et c'est irremplaçable. Mais si on le faisait, je pense même qu'en fait, d'un point de vue législatif, ça ne passerait pas. Parce qu'en France, on a un code des relations entre le public et l'administration qui a été adopté en 2016 et qui nous dit, si l'administration prend une décision qui nous concerne en s'aidant d'algorithmes, elle doit nous en informer. Et si on lui demande, elle doit nous communiquer les règles qui ont été utilisées pour prendre la décision. Bah, concrètement, ça, je pense qu'au tribunal administratif, ça permet à des parents de dire euh, mon enfant a été évalué par une intelligence artificielle. Au regard des enjeux aujourd'hui sur la notation et sur le contrôle continu, je ne suis pas d'accord. Je demande à ce que sa copie soit réétudiée et que son orientation soit réévaluée si le procès a lieu après une orientation. Donc, vous voyez que, à mon avis, il faut faire très attention avec ça. Et puis ensuite, bah, par contre, moi je considère que ça peut être intéressant pour remettre au centre les évaluations formatives. C'est-à-dire ces évaluations qu'on n'avait plus nécessairement le temps de faire en cours de formation, là on peut le faire. Et d'ailleurs, vraies évaluations formatives, c'est-à-dire des évaluations sans enjeu de notation. Tu fais un entraînement. Voilà, j'ai 35 copies à corriger. Je n'ai pas le temps de corriger 35 copies sans m'assurer que ça va donner lieu à une note parce qu'il me faut une moyenne à la fin du trimestre. Mais par contre, si je le donne à une IA générative, je vais dire à cette IA générative, fais-moi des feedbacks, fais-moi des retours. Dis-moi ce qui a bien fonctionné, quels sont les axes de progression pour l'entraînement 2, pour l'entraînement 3. Donc là, on retrouve la vraie logique d'une évaluation formative. Et donc,
Eh ben, il y a des prompts qui vous permettent de faire ça. Là, je vous en propose un de petits prompts. Alors, je vous montre tout de suite ce que ça peut donner, parce qu'évidemment, ces prompts, je les ai, moi, utilisés et validés au quotidien avec des copies d'élèves. Alors, je viens de changer hop, d'onglet. Est-ce que ça va bien pour vous? Est-ce que vous voyez bien l'onglet là qui Oui, se c'est bon, ChatGPT? ça va bien. Ouais, Ça super. marche. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que je lui ai donné? Je lui ai donné la copie à corriger, je lui ai donné un corrigé que moi j'avais préparé, et je lui ai donné ma grille critériée de réussite dont je vous ai parlé dans le point 2. Et je lui dis, à partir de tout ça, tu vas corriger cette copie, et puis je lui dis à la fin de respecter un petit peu le fameux sandwich de correction, c'est-à-dire point positif, axe de progression, conseil pour progresser, assure-toi d'avoir des feedbacks. Et voilà ce qu'il me fait. Il me dit, bah, en fait, l'accroche, le critère à évaluer, c'est l'accroche est précise et originale, bien intégrée au sujet, évite les généralités et introduit efficacement le sujet. Et là, moi, ChatGPT me dit en cours d'acquisition. L'accroche commence par une généralité sur les conflits dans le bassin méditerranéen. Donc là, vous voyez, hein, il justifie vraiment en citant des morceaux de la copie de l'élève. Ce qui est pertinent, mais manque d'une transition directe et claire vers le sujet principal, qui est la violence de la conquête du Nouveau Monde. Et il fait ça pour les 4, 5 critères que je lui avais donnés à évaluer, avec la grille critériée évoquée. Puis ensuite, il fait une synthèse. Voici tes réussites, voici tes axes d'amélioration, voici tes conseils d'amélioration pour la prochaine fois. Donc voilà. Alors ça, je voudrais être clair, ça peut être pratique si vous voulez vous amuser, amusez-vous à le faire. Ça, voilà, ça fonctionne. Mais je n'ai aucune autre prétention que de vous donner des petites astuces, des petits prompts qui vous permettent de faire du bricolage. Après, je vous ai dit, bah, il y a des entreprises qui sont en train de se lancer, qui sont en train de proposer des outils. Mais il y a toujours une limite. Vous voyez par exemple ici ces deux outils, Gridescope et Writable, sont des outils qui en fait sont uniquement disponibles à l'échelle d'établissement. Donc ça veut dire qu'il faut être dans un établissement, vous réussissez à convaincre votre administration, il y a une ligne budgétaire qui peut être dégagée, etc., etc. Ensuite, vous avez d'autres outils qui sont disponibles et qui sont intéressants. C'est le cas d'Emilia, c'est le cas de Quill. Alors à chaque fois, hein, encore une fois, hein, je vous rappelle, vous aurez accès à toutes les ressources qui sont cachées en lien hypertexte derrière, hein. Donc vous pourrez aller creuser ce webinaire après si jamais ça vous intéresse. Donc ça, c'est bien. Mais en fait, moi, j'ai un peu tendance à considérer que c'est un projet Voltaire amélioré. C'est-à-dire, c'est bien, mais pour progresser en orthographe, c'est bien pour progresser en expression écrite, c'est bien pour progresser dans l'apprentissage du vocabulaire dans une langue. C'est un petit peu plus compliqué quand on commence à corriger des copies où il y a des tâches complexes, où il y a des évaluations un petit peu plus complexes. Et donc, pour ça, bah, il y a d'autres outils qui existent, qui sont en train de se développer un petit peu partout dans le monde. Et donc, c'est là qu'on retrouve l'article dont je vous parlais tout à l'heure, hein, je vous l'ai mis en lien hypertexte, la correction des copies assistée par l'IA, nouveau terrain de jeu pour les startups. Donc, c'est un article qui a été publié il y a seulement quelques jours. Et donc, il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui se mettent en route. Je vais en citer deux pour être tout à fait honnête, parce que bah, je préfère être clair avec vous. Moi, j'accompagne la société Logbook. Mais en face, il y a la société Ed AI, par exemple, qui est en train de se développer. Alors, elle n'est pas disponible pour le moment. Ed AI, c'est notamment porté par une maison d'édition que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Livre scolaire. Et donc là, ils ont créé une nouvelle start-up à côté pour la correction de copies. Et là, moi, je vous le dis encore une fois en toute transparence, hein, je n'ai aucune objectivité sur ce sujet, mais moi, je trouve qu'ils font une erreur parce que du coup, Ed et AI vont sur de la correction de copies, c'est-à-dire ils vous proposent qu'un algorithme corrige vos copies à votre place. Et ça, moi, pour l'instant, je ne veux pas le lâcher. Je trouve que on perd de trop. Et c'est pour ça que le produit Logbook que j'accompagne, bah, on n'est pas sur cette logique-là. C'est-à-dire que dans Logbook, c'est vous qui corrigez votre copie. Et l'algorithme, l'intelligence artificielle, ne vient que traiter votre correction. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous corrigez votre copie à l'oral. Vous vous enregistrez en disant, bah, voilà ce que je pense de ta copie, ici tu as fait telle chose, et donc vous pouvez mettre sur pause, hein, donc vous pouvez commenter la copie au fur et à mesure, vous pouvez mettre des numéros, etc. Et une fois que vous appuyez sur stop, le logbook analyse votre commentaire oral et le réorganise en fonction des critères de correction que vous lui avez donnés au départ. Et là, va vous créer une fiche complète
de correction en disant pour chaque critère, voilà ce qui est réussi, voilà ce qui n'est pas réussi, voilà où tu te situes dans les différents niveaux de réussite. Et ensuite, on retrouve ce fameux sandwich. Qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui a progressé, quels sont les conseils de progression. Et à la fin, Logbook vous propose un tableau de bord vous permettant d'avoir une analyse de l'ensemble de la classe sur cette évaluation précise et ensuite une évaluation de la progression de l'élève sur 2, 3, 4, 5 évaluations. Donc voilà. Et vous voyez que du coup, à mon sens, on est sur un juste milieu entre l'expertise professionnelle de l'enseignant et les avantages de l'intelligence artificielle qui nous permettent de gagner du temps, mais qui nous permettent aussi et surtout de faire des feedbacks beaucoup plus constructifs à nos élèves. Ceci étant dit, il est temps du coup d'arriver à la conclusion très très rapide, pour vous dire que ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est que les IA génératives, finalement, ont été considérées il y a 2 ans comme des outils susceptibles d'alimenter une fraude généralisée. Et puis finalement, au fil des mois, on s'est rendu compte que ces IA génératives ont permis de faire émerger de nouvelles pratiques qui facilitent à la fois le travail des enseignants, mais qui peuvent aussi faciliter et favoriser les apprentissages des élèves, mieux accompagner les élèves, réduire les inégalités socio-scolaires. Mais ça nécessite de faire un choix. Ça nécessite de donner des impulsions, de donner des orientations. Et ça, à mon sens, c'est à nous de le faire. C'est à nous de faire des choix, de s'assurer de laisser l'intelligence artificielle à la bonne place pour que ça soit un outil au service des apprentissages et que ça ne devienne pas quelque chose qui vienne de manière je vais pas y arriver avec ce mot, de manière subtile, prendre notre place ou nous concurrencer. Et au contraire, moi je considère que sur ce dossier de l'orientation, de l'évaluation, pardon, comme sur le dossier de la différenciation, comme sur le dossier de l'apprentissage d'une culture de l'IA, l'important c'est qu'on reste à côté de nos élèves et qu'on les accompagne dans cette nouvelle ère au XXIe siècle qui est en train d'apparaître, parce que comme le disait Paulo Frère bien avant l'apparition des IA génératives, personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Et donc je vous remercie pour votre attention. Et donc, je vous propose de repasser sur le moment d'échange. Alors, si ça vous convient, je vous propose peut-être de reprendre le WooClap, à moins que, Nicolas, tu me dises que tu préfères l'organiser de manière Écoute, dialoguée. Sinon, j'ai quelques questions qui permettent de recueillir les questions. alors, ce que je propose, c'est que s'il y a des questions, tout de suite, vous pouvez les poser dans le chat. Et puis avant de te laisser de nouveau la main, déjà, je te remercie beaucoup, beaucoup, puisque tu as exploré, surtout, tu as répondu de manière très concrète et intelligente aux questions qu'on se pose tous sur la question de l'évaluation. Et c'est vrai que je te rejoignais sur l'idée que, effectivement, les évaluations c'est un peu une difficulté pour les enseignants. C'est pas un plaisir toujours. Mais en même temps, pour être formateur en parcours base pour la MLF et avoir des néo-titulaires, c'est quand même aussi par là qu'on apprend énormément le métier, hein. C'est-à-dire qu'un des moyens de progresser soi-même dans sa pratique et de voir si on est pertinent ou non dans les manières d'apprendre dans nos cours, c'est vraiment quelque chose d'important, l'évaluation. Et puis pour finir, avant de laisser la parole au chat aux questions que tu veux poser, c'est vrai que ça me fait aussi penser à une nouvelle de Philippe Cadic, euh, où il y a l'école, il y a une machine à apprendre, une machine à éduquer. Et donc le personnage principal est un enseignant qui veut quitter l'école. Alors pas tellement, comme tu disais, à cause de la machine, mais à cause de la manière dont la machine est utilisée et de la manière dont elle est programmée. C'est-à-dire que, donc alors c'est intéressant, Philippe Cadic ne voit pas encore l'IA arriver telle que nous on l'a, mais il imagine des bandes magnétiques qui s'adaptent à chaque élève et qui individualisent. Et il dit que malgré l'apparence d'individualisation, ce qui manque, c'est une pensée humaine qui laisse l'esprit critique, l'ouverture et l'émancipation de l'élève, et qu'en fait, ces IA, elles sont plus une conformisation, une standardisation de la démarche. Voilà. Alors, c'est la machine éducative de Philippe Cadic qui m'a vraiment fait penser à ton propos. Et je laisse la parole au chat, et s'il n'y a pas de questions immédiates ou qu'on laisse un peu le temps aux gens Ah, voilà. Euh,
Pouvez-vous nous parler un peu du club culturel? Je pense que c'est la classe culturelle. C'est Raymond Mahalouf du Liban qui nous pose cette question. Voilà, alors, elle a peut-être un peu évoqué la classe culturelle que tu as souligné au début. Tu nous as dit que donc, tu en guidais une, c'est ça, pour la MLF? Oui, oui, oui. Donc en fait, c'est donc un dispositif qui a priori est connu dans le dispositif MLF qui est proposé aux enseignants chaque année. Et donc le challenge qui m'a été proposé cette année, c'était de créer totalement une classe culturelle création à l'aide des IA génératives. Et donc, je me suis saisi de ce défi déjà pour réfléchir à ce que ça veut dire créer à l'ère des intelligences artificielles. Et donc, on se demande si ça vaut le coup d'écrire encore des romans, si ça vaut le coup d'écrire encore de la musique, sachant qu'aujourd'hui, des intelligences artificielles sont capables de faire quasiment aussi bien, voire mieux. Voilà, hein, c'est- tous ceux qui disent que bah non, évidemment, ça se fait pas. Évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas capable de remplacer la création humaine. Spoiler, si. Si, si, bien sûr. On a plein d'expériences qui ont été menées à l'international, dans le domaine pictural, mais aussi dans le domaine littéraire. Il y a une expérimentation qui a été menée là d'ailleurs il y a 15 jours contre un prix Goncourt. Et en fait, même le prix Goncourt a reconnu que bah, finalement l'IA avait fait bien mieux que lui. Mais bon, ça nécessite une technique, hein. Vous et moi, on n'est pas capable de le faire comme ça directement. Donc voilà, on réfléchit à tout ça. Et puis après, évidemment, l'objectif, c'est quand même de créer avec les élèves. Et donc, je l'ai organisé en 4 étapes au cours de l'année. Création d'abord littéraire. Donc, les collègues pouvaient créer des nouvelles avec leurs élèves, ou on a une classe qui a créé des haïkus, et donc une création littéraire assistée par l'intelligence artificielle. Donc ça nous a permis de faire des ateliers sur la maîtrise du prompt, apprendre aux élèves à écrire, donner tous les éléments que l'on souhaite intégrer dans notre histoire. Puis ensuite, on est passé à la création d'images pour illustrer nos histoires. Puis après, on est passé à la création de musique et à la création de chansons pour illustrer notre histoire. Donc là, les collègues et les élèves avaient le choix entre une musique d'ambiance ou alors créer une chanson qu'un acteur de l'histoire pourrait chanter dans le cours de l'histoire. Donc on peut créer une comédie musicale. Et là, en ce moment, les collègues sont en train de terminer avec la création de vidéos. Et là aussi, ils ont la possibilité de créer des petites scènes qui représentent une partie de leur histoire, ou alors de créer un générique, une bande-annonce de leur histoire. Donc on est en train voilà, de dérouler tout ceci. Et ça permet du coup à la fois de réfléchir à la création, mais aussi d'apprendre à maîtriser tous ces outils et tout le potentiel de ces outils. Est-ce que je pourrais poser une question? Oui, bien Bien évidemment. sûr. Bien sûr. Allez. Je voulais savoir, est-ce que pour une classe pareille, on peut créer quelque chose de scientifique en maths, par exemple? Bah écoutez, moi ça me semble, à partir du moment où on a la dimension artistique, si on décide de faire voilà, un projet les arts en mathématiques, bah évidemment, sans aucun problème. C'est-à-dire le contenu après était à la liberté de chaque collègue. Et comment peut-on être en lien avec vous pour voir un peu comment le faire? Alors là, du coup, je crois que c'est plutôt auprès de Véronique ou de Marie qu'il faut s'adresser pour savoir si ces classes culturelles sont accessibles a posteriori, pour voir si vous pouvez ne serait-ce que voir l'émission, ou si au contraire, c'est quelque chose qui va se reproduire sur les autres années. Ça, moi, je Oui, n'ai pas la main, je suis un prestataire. ça relève plutôt du pôle éducatif et pas forcément du pôle du développement professionnel. Les classes culturelles numériques, en effet, hein, font l'objet d'une offre chaque année et elle va être mise à jour en cette fin d'année. Donc, et si je ne m'abuse, je pense qu'on peut y accéder quand même à la classe numérique et voir les consignes. Je vais D'accord, essayer de trouver le lien. d'accord, merci. Vous envoyez en principe les liens à tous les lycées Oui, absolument. Du réseau MLF Monde, oui. du réseau MLF, oui, Oui, effectivement. absolument. Oui, oui, D'accord, oui, tout à fait. d'accord. Comme ça, je resterai en contact avec ma Oui, direction
Oui, Comme ça. exactement. C'est D'accord. exactement ça. Oui. Merci beaucoup Je et un pense, grand merci pour Michael pour l'exposé, vraiment. Merci, merci beaucoup. je pense que pour les classes, excusez-moi, je suis arrivée un petit peu en retard. J'avais classe. Pour les classes culturelles numériques, je pense en effet qu'il y a dans les écoles, il y a forcément quelqu'un qui a pris une classe culturelle numérique et qu'elle peut avoir le lien. Ah bah voilà. Alors du coup, je vois que Véronique a mis le lien. Alors moi, pour ma part, j'ai mis le lien vers la référence à Philippe Cadic et la machine éducative. Et ben, Michael, je te remercie beaucoup, beaucoup pour tout ça. Donc oui, Michael l'a signifié, il mettra le diaporama à disposition. Et je pense qu'un peu la morale de l'histoire, pour être complémentaire, c'est qu'aussi nous allons devenir une école de l'effort. À l'époque de l'IA, où tout semblera facile, aisé, sans effort, et ben, au contraire, nous, les enseignants, on sera peut-être justement les transmetteurs et nous aurons à charge de mettre le relais de l'effort, de la réflexion et pourquoi pas, du coup, du plaisir de l'évaluation dans ce cadre-là. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup parce qu'on a des solutions, des outils très, très concrets et aussi des pièges à éviter et des horizons qui se dessinent. Donc, bah, non, Michael, au nom de tout le monde, hein, présent dans le chat, je vois. Et je remercie d'ailleurs au passage aussi tous ceux qui étaient présents, hein, 30 personnes à cette heure-ci, un jeudi soir pendant les vacances. Vraiment, c'est très, voilà, ça fait très plaisir et je pense que c'est un très bon signe pour notre réseau. Donc, Michael, je te laisse le dernier mot et n'hésitez pas si vous avez encore deux, trois questions. Écoutez, merci, merci beaucoup effectivement d'avoir été présent ce soir. Et effectivement, si on doit avoir un petit mot, un petit mot, alors moi je répète sans cesse à longueur d'intervention que ce qui me semble être le plus important, c'est de bien rester toutes et tous convaincus de notre expertise professionnelle. Je vois à longueur de journée passer des articles de collègues qui parfois disent ah mais ça finalement j'ai posé cette question c'est pas intéressant, la réponse elle est pas intéressante et donc ça montre que les IA génératives elles sont nulles et les utiliser c'est risqué et ce sera jamais à la hauteur d'un enseignant. En fait pour moi la question elle est pas là. L'enjeu c'est de savoir s'en servir et de savoir s'en servir intelligemment en se posant toujours des questions pour se dire qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux lui laisser? Qu'est-ce que je veux garder pour moi? Qu'est-ce que je pense être indispensable dans la formation de mes élèves qui vont devenir des citoyens du monde au XXIe siècle? Et donc, on ne laisse pas ni son civisme, ni ses valeurs et ni son expertise professionnelle à côté de son ordinateur. On prend tout ça avec nous pour se confronter à ces IA génératives et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup pour votre attention et les échanges. Merci beaucoup.